Bonsoir, on continue notre découpage et notre analyse du grand travail qui a été fait par nos constituants pour ce projet de constitution. On s'attaque à un chapitre assez important, c'est le chapitre qui concerne les autorités cantonales, Grand Conseil, Conseil d'État. Pour parler de ce chapitre, j'accueille Camille May, Marius Dumoulin, Nicolas Bourvin, Alain Léger. Bonsoir. 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 On a sorti quelques grandes choses qui sont un petit peu novatrices, innovantes dans le texte. Un des premiers sujets qui va peut-être coincer avec les milieux libéraux économiques, c'est le fait que les fonctionnaires seront éligibles au Grand Conseil, avec quelques quand même, Mhm. petites tutelles. Donc il y a peut-être ce risque de conflit d'intérêts. Camille, toi, je ne sais pas si tu veux participer aux travaux là-dessus. En deuxième lecture, En bon, deuxième cet lecture. article-là a été assez peu discuté en deuxième lecture, un tout petit peu, mais en fait, on a repris la situation, c'est qu'on a repris l'article de Neuchâtel. L'article de Neuchâtel, donc, qui admet des fonctionnaires avec, effectivement, et on a cité dans la Constitution les fonctionnaires qui ne pouvaient quand même pas rentrer au Grand Conseil, comme les fonctionnaires avec les postes décisionnels, notamment, hein. Voilà. C'est une situation qui est partagée par plusieurs autres cantons en Suisse. Il y en a 18 autres qui partagent la même situation. En l'occurrence, on peut citer Fribourg, Zurich, Glaris, Zug, Bâle, Turgovie, Vaud, Genève, Lucerne, Saint-Gall, Jura. Voilà. Donc, Que des cantons communistes. pas du tout. Pas du tout, non, C'était effectivement. l'idée de ne pas avoir en fait deux classes de fonctionnaires, Oui, les enseignants qui pouvaient et puis ouais. les autres qui ne pouvaient pas. Alors, on a essayé d'étendre le plus possible jusqu'à ce que ce soit enfin, démocratique aussi et qu'il n'y ait pas non plus de défaut d'intérêt. Voilà. Ce risque de conflit d'intérêts dans le groupe, c'est pas quelque chose qui a été perçu comme un risque trop important. Alain, toi, tu avais peut-être En effet, des moi j'ai un peu réticences. la même version que les milieux économiques. Je trouve que c'est déjà ouvert à des fonctionnaires comme mes amis enseignants ici autour de cette table et d'avoir des élus de l'administration. Il y a quand même un risque au niveau de la neutralité et que ces personnes restent un peu captifs ou même sous influence. Je trouve qu'il faudrait toujours regarder la situation actuelle. Ok, Moi, j'aimerais peut-être relativiser la chose. Parce qu'il fut un temps où au Grand Conseil, on disait, voilà, il y a des paquets de juristes. Après, on disait, les enseignants sont nombreux. Mais ces personnes n'ont jamais révolutionné les travaux du Grand Conseil, modifié les lois et autres. Et je me suis rendu compte au niveau des enseignants que ces enseignants apportaient des idées qui étaient intéressantes peut-être au niveau des commissions, mais lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions au niveau d'un groupe politique, eh bien, ils étaient soit minorisés, soit mis de côté dans leur propre groupe. Eh bien, je pense qu'au niveau des fonctionnaires d'État, ben, ça se passera de la même chose. On n'aura pas tout d'un coup un noyau de 20 fonctionnaires qui vont pouvoir faire changer une loi. Ils appartiennent à des partis politiques différents, donc ils vont suivre la sensibilité du groupe. Ils ne vont pas nécessairement faire un groupe à eux seuls. Enfin, je ne sais pas, le député, ce qu'il pense. Non, tout à fait. J'abonde dans le sens de Marius, dans le sens où, au sein du corps enseignant, de la même manière qu'au sein de l'administration, il y a une pluralité d'opinions politiques. D'ailleurs, si on se base un petit peu sur le cas des enseignants, on a aujourd'hui un enseignant socialiste qui est au Conseil d'État. Le dernier enseignant qui était au on en Conseil a d'État plusieurs au Conseil national. était UDC. Oui, Donc, ça prouve très et bien qu'en ils termes de... viennent tous les deux de Savièse. Et ils viennent par contre tous les deux de Savièse. Mais il y a une vraie pluralité d'opinions, je pense, à la matière. Et sur le risque du conflit d'intérêts, j'ai pas de grand souci parce qu'il existe déjà aujourd'hui, en fait, au sein du règlement du Grand Conseil, le principe de récusation. Et quand quelqu'un est concerné par un intérêt personnel direct, je précise, le député est tenu de se récuser finalement. Mais par contre, tout ce qui concerne les votations sur les budgets, les grilles salariales, etc., on a questionné le professeur en droit constitutionnel Jacques Dubas à ce sujet. Et là, on parle d'intérêt catégoriel et non pas d'intérêt personnel direct. Donc, c'est une crainte qui, à mon sens, est infondée. On va s'arrêter là pour ce débat. Je pense pas que ça soit dans notre groupe, en tout cas, quelque chose. On n'est pas chez les libéraux ici. Donc, je pense que c'est quelque chose je pense qu'on peut vivre avec. Et puis, on se rend compte aussi que c'est réparti, justement, dans les partis. Au Grand Conseil, il y a une autre chose qui change, c'est l'élection, qui reprend peut-être des éléments qu'il y avait dans R21, sauf erreur, avec cette notion d'arrondissement. Parce qu'on a, dans la situation actuelle, des districts, mais comme c'est pas assez grand, il y a cette biproportionnelle qui peut tout à coup
pour un mauvais résultat à Montaix, faire perdre un siège à un parti à Saint-Maurice. On a ce genre de problème. Et puis pour passer là-dessus, on a fait des arrondissements plus grands, donc qui reprennent le découpage. Qu'est-ce qu'il y a comme danger là-dessus, notamment peut-être pour les zones périphériques, pour les communes peut-être un petit peu plus petites qui risquent de ne plus être représentées au Grand Conseil? Est-ce que ça peut être un risque par rapport à ce changement? Moi, je pense que c'est un faux problème, parce que si on regarde ce qui s'est passé au niveau de la constituante, on se rend compte, par exemple, que la ville de Martigny n'a pratiquement pas d'élus au niveau de notre groupe politique. Ce sont des élus venant de Fuy et autres. Nous prenons sur la région de Sion, c'est la même chose. Savièse, la commune de Grémisois, et puis après, ça dépend des candidats qui sont proposés. Donc, moi, je ne pense pas qu'on a plus de chances d'être élu en étant dans les communes de coteaux, de montagne, que les communes de plaine, parce que les candidats qui sont dans la zone périurbaine sont beaucoup plus soutenus dans leur région et ne sont pas nécessairement, comme on dit, excusez-moi du terme, massacrés en ville. Alors ça, justement, c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a ce vote ethnique. C'est pas au Sirois qu'on va apprendre ça non plus. On sait qu'il y a ce vote, mais le jour où Savièse pèse assez lourd par rapport aux districtions, mais Savièse pèsera beaucoup moins lourd par rapport à Sion et Rincontais. Est-ce que là, justement, il n'y aura peut-être pas un risque que ce soit les Sédunois tout à coup, puisqu'ils sont plus connus, ils sont en ville, on les voit, ils peuvent rayonner pour leur campagne. Oui, à condition d'avoir des candidats qui sont connus et de valeur sur Sion. Ouais. Ça, c'est l'important. Dans une commune, c'est plus facile d'apprécier les qualités d'un candidat. Il y a ce phénomène de proximité. Tandis qu'en ville, on a beaucoup de candidats qui ne sont pratiquement pas connus, plus anonymes. Ouais. Ok. D'autres remarques, Oui. Alain? Donc, 6 grandes régions, une idée quand même qui a été soutenue à la base par le PLR. Maintenant, je pense que l'une des erreurs de cette constituante, c'est de ne pas avoir gardé les sous-arrondissements. Sous-arrondissements, c'est-à-dire, d'un seul coup, un candidat qui viendrait de Fuy devrait aller jusqu'à Bourg-Saint-Pierre, même si je les aime beaucoup, jusqu'à Lide ou à Verbier pour faire campagne. Tu ne pourras pas aller faire campagne. Mais à Forêt, Verbier, parce que les oui, montagnes. il faudra faire campagne. En effet, alors la campagne sera beaucoup plus sur une région beaucoup plus large, ce qui peut aussi avoir une incidence sur les frais d'un candidat. On perd aussi peut-être la proximité, la subsidiarité de termes qui sont importants pour moi. Ça risque aussi d'exacerber le vote régionaliste, où des communes qui sont déjà bien élues vont se dire, mais par crainte d'avoir fusionné avec d'autres régions, on va mettre peut-être encore plus de candidats et ça risque encore de paupériser cela. Ça peut être plus compliqué pour les campagnes, mais alors une question qui se pose, c'est est-ce que ça va faire monter le niveau de jeu du Grand Conseil? Est-ce qu'on va choisir peut-être un petit peu moins justement le vote ethnique, puis un petit peu plus les gens qui ont quelque chose à dire, qui ont un souffle politique, ce qui n'est pas toujours le cas dans votre assemblée? Est-ce que ça peut faire monter le niveau du Grand Conseil? Ouais, ça, je suis assez persuadée que pour être élu, il va falloir bosser. Par contre, en réaction avec ce que dit aussi Alain, en fait, on a eu cette sensibilité-là déjà dans notre groupe. On s'est dit, les sous-circonscriptions, on les abandonne pas. Ce qu'on fait d'ailleurs, on a voté pour le maintien des sous-circonscriptions, la majorité de notre groupe. Et puis après, on a essayé de coupler ça à d'autres critères dans l'élection. En l'occurrence, c'était le nombre de députés et de députés suppléants. Le fait qu'on ait maintenu 130 députés et 130 députés suppléants, ça va aussi dans le sens de la bonne représentation de toutes les régions du Valais, toutes les communes. On a 260 députés pour 122 communes. Et en fait, c'est là où ça joue un rôle en fait pour une bonne représentation. Il y avait des propositions vraiment Oui, tout à fait, ouais. On n'a pas touché. On n'a pas touché, notamment pour ça. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que dit Alain, en fait, on a une plus grande mobilité aujourd'hui au sein des circonscriptions, des arrondissements. Ça dépend si on prend le territoire ou si on prend politiquement. On a aussi beaucoup plus d'intérêts communs qui se conjuguent entre la ville et la montagne. Et puis ça, en fait, c'est ce qu'on veut aussi d'un député, c'est qu'il sache conjuguer les intérêts d'un même territoire. Et ça va, en fait, se superposer au découpage territorial. Et ça, je pense que c'est une bonne idée. Et je pense que le rôle sera important au niveau des états-majors de parti.
lorsqu'on va constituer des listes, c'est à eux d'avoir, au niveau de chaque parti politique, le souci de dire cet équilibre entre pleine montagne, à travers les candidats, soit députés suppléants. Oui, tout à fait. Alors peut-être pour rebondir tout d'abord dans un premier temps à ce que dit Marius, c'est vrai, il y a une responsabilité, je pense, des partis. Maintenant, c'est aussi une responsabilité qui peut être en contradiction avec la volonté affichée par notre parti d'ouvrir les listes. Parce qu'avec des circonscriptions plus grandes, si on ouvre les listes, on perd de facto des garanties en termes de représentativité. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un souci, et là je me tourne vers mes collègues qui siègent également au Grand Conseil. Je crois qu'il y a un fantasme au sein de la population, le fantasme du Chermignonard qui défend les intérêts de Chermignon, le Saviezan qui défend les intérêts de Savièse. Alors, je n'ai pas une expérience de 20 ans au Grand Conseil, mais les 3 ans que j'ai passés aujourd'hui au Grand Conseil, je crois pouvoir dire que jamais on a traité d'un sujet qui semait la discorde au sein de mon district. Donc, on est sur des intérêts qui dépassent largement le maillage communal, et à ce titre-là, c'est des craintes qui sont vraiment infondées. Très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question. Il y a une autre question qui est aussi très, très, très sensible. C'est la façon dont on répartit les sièges. Donc, actuellement, on répartit les sièges selon la population suisse, et à l'avenir, on la répartira selon la population totale. Donc, on englobe les gens qui n'ont pas les droits civiques, les étrangers, mais qui ont le droit aussi, quelque part, d'être représentés, parce que c'est des gens souvent qui payent des impôts, qui ont aussi des intérêts, etc. Donc ça a des conséquences pour le Haut-Valais, avec une diminution de sièges. Il faut rappeler quand même que la population du Bas-Valais a augmenté, mais très fortement, le Valais central fortement, et le Haut-Valais sur les 20 dernières années, ça bouge pas. Donc forcément, ils sont passés de 32% de la population valaisanne à peu près 24-25 actuellement, et forcément que si on découpe comme ça, ils perdent des sièges. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Quelles sont vos opinions là-dessus? Est-ce qu'on a blousé les Hauts-Valaisans? Parce qu'ils ont ce sentiment, on sait que c'est un des points sur lesquels ils ne sont pas très contents. On peut peut-être rappeler l'historique des votes. Je crois que c'est important avant de prendre des décisions, parce qu'on peut avoir une idée de ce qu'on veut, mais il faut reprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé dans nos 5 ans pour en arriver à population résidente. On avait population suisse, donc ce qu'on a aujourd'hui dans la Constitution. Et puis à la lecture 2 bis, donc à la réouverture des sujets, ça a été une demande forte du Haut-Valais de réouvrir spécifiquement cette répartition des sièges. À partir de là... réouvrir, mais eux, avec la volonté de garantir des sièges. Avec la volonté d'avoir une garantie de sièges, donc une sorte de quota pour le Haut-Valais. Donc, pour nous, notre groupe, c'était assez évident que du moment qu'on ne pouvait plus réaccepter population suisse, puisqu'ils avaient ouvert, donc c'était mis de côté, on ne pouvait pas non plus accepter un quota. Donc, on est parti sur la population résidente. Voilà. On aurait pu garder le statu quo, et ça n'a pas été... Si on fait cette histoire, ensuite, il y a quand même... Alors, il y a ce qui s'est passé en plénum. Oui. Il y a eu aussi une lutte des différents partis au Valaisan, puis ça j'ai assisté, j'ai regardé vos débats. Il y a eu une lutte pour être le plus grand défenseur des intérêts au Valaisan, avec nos amis les Noirs qui commençaient un petit peu certaines choses, l'UDC qui attirait quand même pas mal tout le monde, Oui. et nos amis jaunes aussi qui au bout d'un moment, comment ils s'appelaient. Et là il y a eu on a senti ça, et d'où peut-être aussi une exacerbation de sentiment d'injustice qui ressentent là-haut. Ça signifie quoi concrètement en termes de perte de siège, avec les dispositions transitoires, avec tout ce qui est... Vous vous souvenez un petit peu de ça? Alors, selon l'analyse qui a été effectuée par le professeur Nicolier, très concrètement, ça implique la perte d'un siège lors de la prochaine élection en 2025, et ça engendre la perte d'un 2e siège lors de l'élection en 2029. Okay. Ils en ont combien actuellement? Ils en ont actuellement 33, sauf erreur. 30. Si je ne dis pas de bêtises, donc ils passeraient à 31. Maintenant, ils ont 2 sièges au Conseil d'État, ils ont une conseillère fédérale, ils ont 2 conseils nationaux. Alors complètement. Alors à titre personnel, je ne suis pas le défenseur d'un Haut-Valais surreprésenté. Je pense que c'est une minorité qui parfois porte mal son nom parce qu'elle arbitre très bien les matchs politiques quand ils doivent le faire. Maintenant, c'est vrai que moi, je partage leur frustration, et en plénum, j'avais utilisé l'image finalement
du grand Goliath, pardon, qui met une torgnole au petit David. Et puis j'avais dit que l'histoire est moins charmante quand on la conte de cette manière. Et je comprends la frustration que peut ressentir le Haut-Valais parce que, de manière très générale, l'ensemble des partis ont appelé à la cohésion cantonale durant les 4 ans et demi de travaux. Et au final, le Haut-Valais se retrouve affaibli au Parlement cantonal. Et je pense que la cohésion cantonale passe par une prise en considération des intérêts de la minorité. Et la défense des intérêts de la minorité passe par une représentation politique. Après, honnêtement, je pense que ce débat, il faut ôter son caractère émotionnel. C'est une logique assez arithmétique et puis politicienne, dans le sens où les partis qui souhaitaient un changement de paradigme étaient ceux qui sont peu représentés dans le Haut-Valais, et ceux qui se sont longtemps accrochés au statu quo sont ceux qui étaient forts dans le Haut-Valais. De toute manière, avec l'évolution de la population, de toute manière, on aurait été de toute façon des pertes de sièges. En 2033, population résidente, population suisse, ça revient au même. Ouais. Pour le Haut-Valais. Ouais. Voilà. Parce que ça, il faut vraiment regarder les chiffres. Et forts, au hein, niveau de la c'est cohésion fort, cantonale, on a fait un énorme job. On s'est rajouté pas mal de séances pour discuter avec eux. Et puis, en fait, tout ne réside pas là, sur cet article. Il y a d'autres articles qui appellent à la cohésion cantonale dans la Constitution, parce qu'on en a parlé dans d'autres capsules vidéo. Donc, voilà. Bon. Mais effectivement, là, ils se sont sentis minorisés. Dommage. Moi, je vais faire peut-être une réflexion un petit peu simpliste. C'est que nos députés au Grand Conseil ne sont pas là uniquement pour défendre les Suisses. Ils défendent l'ensemble de la population de leur district ou plus tard de leur région. Je pense qu'on doit également prendre en considération toutes les personnes qui ne sont pas de nationalité suisse et qui permettent à nos communes, à notre canton, de bénéficier de subventions qui sont calculées en fonction de la population résidente et non pas uniquement de la population suisse. Et qui paient des impôts, qui travaillent, qui ont des enfants, qui participent à la vie. Absolument. Intéressant. Un autre sujet aussi qui va changer un petit peu les choses, c'est la baisse du quorum. Donc on a des circonscriptions qui sont plus grandes et de ce fait, on doit baisser. C'est logique de baisser le quorum parce que des petits partis qui sont peut-être plus régionaux, comme par exemple Entremont, par exemple, auront plus de peine a priori à envoyer des députés au Grand Conseil. C'est un peu ça la raison. On a moins baissé le quorum que adapté à la taille de circonscription, comme tu le relèves. À vrai dire, si on avait vraiment voulu adapter le quorum de manière juste aux 8% des districts, pour les circonscriptions, on aurait dû le mettre à 1,4%. Ouais, ce qui est quand même très très peu. Mais on l'a à 5%, donc voilà. Là, il n'y a pas de débat là-dessus dans le groupe, il n'y a pas eu de... Non, puisque c'était vraiment traduit comme le sentiment d'une rectification par rapport à la taille, donc pas eu de grand-chose à dire, non. Pour notre parti. Peut-être dire, pour notre parti, pour les grands partis, ça ne change rien. Ça, ce qui peut changer, parler de Entremont, à voir aussi, puisque Entremont, c'est vraiment pour l'Entremont, mais peut-être qu'il ferait une alliance avec le PS, je ne sais pas, ça il faudrait voir. Ça veut dire que le RCV ou bien que les Verts libéraux, ce serait pour eux plus difficile de rentrer au Parlement à l'heure actuelle en allant seul. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Donc on est contre le morcellement du Parlement. C'était ça l'idée. Et comme je l'ai dit une fois à la télé, c'est quelque chose qui est, je pense, à éviter. On voit la situation dans certains parlements comme au bout du lac, où au bout d'un moment, s'il y a trop de partis, ça devient vraiment compliqué. Ok, dernier point que j'avais relevé, qui est très très intéressant à mon avis, c'est de passer de 5 à 7 conseillers d'État. Les arguments en faveur d'un passage à 7, qui était en faveur Camille, tu étais en faveur. J'étais en faveur. Alors, donne-nous les avantages. Bon, alors, déjà, on a estimé que l'augmentation à 7 conseillers d'État, ça pouvait venir... mieux calibrer les départements et donc avoir une meilleure gestion sur l'administration, sur les services. Voilà, ça c'est le premier argument. Le second, c'est que forcément, ça donne plus de temps aux conseillers d'État, plus de temps notamment pour soutenir les communes
il y a une autonomie communale qu'on veut effectivement maintenir, mais l'autonomie communale ne doit pas rentrer en confrontation avec la charge des communes qui est toujours plus pesante. Voilà, l'article 127, je crois. Les amis de Bourg-Saint-Pierre d'Alain Oui, n'auront plus à absolument. démissionner. Mhm. Et puis, On s'occupera d'eux. voilà, il y a aussi une meilleure représentation de la population, sachant qu'on a un canton à 300 000, un peu plus de 300 000 habitants. 150. Ouais, 350. Voilà, 350. exactement. Donc, et ça convient aussi par rapport au reste des cantons suisses. On remarque en comparaison, quand on arrive à cette taille de population, on passe normalement de 5 à 7. Je crois que, si je ne me trompe pas, le seul canton qui a 700 000 habitants ne passe pas de 5 à 7, c'est Argovie. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes réalités que ce canton-là. Et puis enfin, autre chose, c'est qu'on peut aussi générer des bénéfices. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit d'abord, soutenir les communes, mais aussi on peut être mieux représenté En haut. en haut, exactement, au niveau fédéral. À Washington. C'est ça, et donc positionner mieux le canton aussi en termes économiques. On l'a vu en l'occurrence dans le canton de Schwytz, qui passe de 5 conseillers d'État à 7 conseillers d'État en 2004. En 2004, le canton comble ses charges grâce à ses revenus à hauteur de 91,70%. Donc, il est en déficit. En 2007, par contre, il comble ses charges grâce à ses revenus à hauteur de 112,67%. Donc, il est bénéficiaire. Et bénéficiaire. Donc ça n'a pas créé un apocalypse. Mais au contraire, justement, et c'était en fait aussi cette volonté-là de pouvoir aider le canton à se positionner. On a tellement de ressources en Valais, on a un tellement beau canton, tellement beau pays avec on peut faire plein de choses. Oui. Je crois que Il y a des il faut dossiers qui qu'on- avancent très, très, très il faut qu'on se lentement. Grand positionne. Conseil, Oui, fiscalité des voilà. pensions physiques, loi sur l'énergie, loi sur le climat. Beaucoup de choses d'ailleurs qui sont chez Roberto, qui ont avancé tout doucement. Et puis peut-être que ça permettra de faire avancer le dossier plus vite. Toi, tu n'es pas en Alors, faveur. Moi, nonobstant un coût supplémentaire de 4,400 000 francs, 4 400 000 francs, Pas- comme vous, on tient pas- à l'unité cantonale. On voit déjà au Grand Conseil où il y aura une perte d'influence du Haut-Valais. Et là, dans les scénarios, il pourrait y avoir 2 conseillers d'État du Haut-Valais sur 7 au lieu d'en avoir 2 sur 5. Là encore, c'est un petit coup de canif à la minorité du Haut-Valais. Il y a des calculs qui ont été faits là-dessus. Les Hauts-Valaisans n'arriveraient pas avec leur taux de participation, ça va faire élire 3 conseillers d'État. Bon, c'est vrai que les calculs sont très difficiles à faire, mais pense. en l'état, ce serait un peu ce qui pourrait arriver. Hein. Ouais. Et quand on tient un peu à l'unité cantonale, je me dis que ça ferait un petit peu trop pour le Bas-Valais. Ouais. Il faut dire aussi au niveau des Bas-Valais qui départements... malheureusement n'a pas souvent de conseillers d'État, en tout cas la région du Chablais. Mhm. Ouais. Bon, au niveau de 5 conseillers d'État, on voit aussi comme ça peut être efficient, le département de l'économie et de la formation, que ça soit ensemble sous Christophe Darbelay. Je pense qu'il y a des belles synergies qui sont faites. Et puis, peut-être arriver à 7, il faudrait diviser le gâteau. Et puis, ce serait peut-être plus compliqué, au contraire de ce qu'on pense, d'avoir des avancées sur des dossiers. Oui, alors moi je partage les réserves d'Alain, mais alors pas pour les mêmes raisons. C'est vrai que les enjeux de politicienne, finalement, je pense que c'est très compliqué à évaluer les choses, d'autant plus que on est sur une élection majoritaire. Donc les calculs, je pense qu'on n'arrive nulle part. En revanche, moi j'ai des réserves quant à l'efficience d'un gouvernement composé justement de cette personne. Si je peux me permettre un parallèle avec les réflexions qu'on a eues ces dernières années au niveau du Conseil fédéral, cette idée d'un Conseil fédéral à 9 membres, c'est un peu un serpent de mer à Berne. Et finalement, ça a toujours été refusé. J'ai la réponse du Conseil fédéral sous les yeux. On pense que ça affaiblirait la collégialité, plus de personnes autour de la table, potentiellement plus de crispation. En termes de coordination, plus de départements, des décisions qui devraient potentiellement passer par différents départements avant d'être avalisées. On ne va pas accélérer les procédures, bien au contraire. L'administration, qui connaîtrait une expansion, on va créer des services. Ces conseils d'État vont arriver avec un état-major. Et cet aspect-là, c'est celui qui me préoccupe le plus, parce qu'aujourd'hui, au Parlement, j'entends souvent des députés qui se préoccupent du poids de l'administration et de l'influence de l'administration. Et je pense qu'en rajoutant de conseillers d'État, quelque part, paradoxalement, on pourrait renforcer l'administration parce qu'on va créer des services. Mais quand on demande, parce que là c'est très intéressant, quand on demande aux gens qui sont déjà en charge
de partager leur Mhm. pouvoir, on sait ce qu'ils répondent en général. Il y a un podcast qui a été fait par Romain Clival la semaine passée avec Adolphe Guy Oui. sur le temps. Adolphe Guy parle de ce passage à neuf. Il dit, quand j'étais en charge, il était deux fois président de la Confédération, les 2 fois on lui a demandé ça. Et les 2 fois j'ai dit non, parce que j'étais en charge, je voulais pas partager. Et maintenant, avec du recul, avec réflexion, le Conseil fédéral devrait passer à 9. Donc c'est vrai que de demander à ces gens-là, c'est peut-être pas à eux qu'on doit... C'est pas, en tout cas, la réponse ne doit pas venir des gens qui sont au pouvoir. Le parallèle vaut ce qui vaut dans le sens où à Berne, après, on est passé une élection majoritaire au sein de la population. Donc là, on peut répondre peut-être à la préoccupation de la représentativité de manière plus efficace. En Valais, c'est vrai que les arguments que j'ai entendus au plénum ne m'ont pas convaincu. Parce que si l'idée, c'était de garantir une meilleure représentativité, il fallait changer le mode d'élection. Il ne fallait pas changer le nombre de conseillers d'État. Parce qu'en tout cas, moi, je ne m'attends pas à ce que les grands partis fassent des cadeaux ouverts, pour ne pas les citer. Si on passe à 7, j'imagine que notre parti, le Centre Valais Romand, revendiquera peut-être à nouveau 2 sièges. J'imagine que les UDC aura du monde, avec une liste commune avec 2 noms. Donc, il y aura pas exactement, il n'y aura pas de passe-droit pour les Verts. Et de la même manière, quand j'entendais dire oui, les départements sont trop volumineux, inversement, quand on échange avec des conseillers d'État ou des groupes politiques au Parlement, on entend parfois « Ah, mais notre conseiller d'État a un département, si je peux me permettre l'expression, feuille de chou ». Et d'autres conseillers d'État qui ont un gros département. Et j'en veux pour preuve qu'au début de nos travaux, certains groupes politiques ont voulu introduire un article qui disait qu'on devait répartir les départements selon une importance équivalente. Donc il y a cette préoccupation. Donc moi, plutôt que de rajouter des conseillers d'État, je pense qu'il y a un gros travail à faire en termes de répartition des services. Ouais, pour ma part, au départ, c'est vrai que j'étais pour le maintien de 5 conseillers d'État. Puis finalement, en discutant, c'est vrai qu'on se rend compte que la charge des conseillers d'État actuellement est énorme. Et c'est pour ça que j'ai opté pour 7, mais en allant dans le respect des conditions qui ont été fixées, c'est-à-dire d'avoir des départements qui étaient équilibrés. Donc, pour éviter cette disproportion. Ensuite, on a eu une discussion au niveau de notre commission, c'était de dire, est-ce qu'on va, parmi ces 7 conseillers d'État, lorsque le conseiller d'État prendra la présidence du Conseil d'État, est-ce qu'on va avoir un département qui est peut-être un petit peu plus léger? Et puis finalement, il a été clair, c'est dire non, on maintient des départements qui sont équilibrés. Mais pour ma part, alors quand on a passé de 5 à 7, moi je n'ai pas du tout commencé à penser à répartition du bas-Valais, du haut-Valais. Je sais que le haut, le centre, le bas auront un minimum de 1. Oui, qui est garanti. Alors après, c'est la population qui décidera, les partis politiques, de mettre des personnalités qui permettront d'obtenir ce que les partis veulent. Mais je pense que pour ma part, c'était de dire je dois respecter un petit peu pour que l'administration cantonale puisse être efficace avec des conseillers d'État qui connaissent et maîtrisent mieux leur dossier peut-être que ceux qui le font actuellement. Ils sont brillants, mais je sais que c'est pas évident pour eux de faire ce travail et d'être au courant de tout ce qui est décidé au niveau du Conseil d'État. J'avais fait cette farce à Mathias Reynard en disant que avec l'augmentation de l'espérance de vie et tous ces centenaires qui doivent les féliciter chaque année, ils ne seront pas trop de 7 pour organiser les anniversaires. Mais bon, on a fait un petit peu le tour de cette question sur l'élection majoritaire. Ça, c'était quand même... donc, ce ne sera pas la proportionnelle, ce sera la majoritaire. On a beaucoup écrit là-dessus. Ça, on peut quand même dire que c'est un peu une victoire aussi pour notre parti. Alors que peut-être que la proportionnelle... Alors là, on peut faire des projections, on peut faire des calculs, alors que la proportionnelle n'aurait peut-être avantagé. C'est quelque chose qu'on a... Les gens sont peu... En tout cas, les groupes des autres partis étaient peut-être peu au courant, mais la proportionnelle était peut-être un avantage pour nous. Je crois que de notre côté, on a tous été surpris du vote final à la proportionnelle, parce qu'à 2-3 reprises, nous étions les seuls à opter pour un système majoritaire. Mais je crois que les autres partis minoritaires, parce qu'on est tous minoritaires, maintenant, oui. Les autres partis minoritaires ont quand même fait leurs calculs. Et puis peut-être entre leur idéal du départ et puis la réalité des calculs, ça leur a montré qu'ils n'auraient pas nécessairement tout ce qu'ils espéraient avec un système proportionnel. Ouais. Même avec ces notions aussi de garantie de siège qui peuvent tout à coup créer des surprises absolument incroyables sur des listes où le type n'est pas dans la bonne région mais il fait un bon score et c'est Tartampion qui est élu. Voilà, exactement. Voilà. Ok.
Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Est-ce qu'il y a encore un mot de la fin, un commentaire? Alors, dans ce cas, Marius, Camille, Nicolas, Alain, je vous remercie. Et puis, je vous donne rendez-vous le 30 novembre avec les membres de notre conseil de parti pour un débat que je souhaite animer. Et on aura une participation nombreuse. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci.